rêve de métier. Ce Haut-Savoyard de pure souche ne compte plus les clichés réalisés le long des canaux de celle que l'on surnomme avec tendresse la Venise des Alpes. Et c'est en compagnie de Yann Bazin, animateur de l'architecture et du patrimoine, qu'il commence la visite par le monument le plus emblématique d'Annecy, le Palais de Lille. En fait, c'était la maison d'un seigneur qui possédait des droits sur tout l'environnement de sa maison. On nomme ce bâtiment vieille prison ou palais de Lille. Alors, donc ça paraît un peu opposé comme dénomination. Alors c'est vrai que dans son histoire, cette maison forte est devenue rapidement une prison. Ensuite, au XVIe siècle, ce bâtiment est devenu aussi un palais de justice. Un édifice qui intrigue et fascine aussi par cette forme de triangle qui fait penser à la proue d'un navire. J'imagine qu'à l'époque, il pouvait y avoir aussi des crues. En fait, cette forme si particulière du palais de Lille permettait, comme le bâtard d'eau d'un pont, les culées d'un pont, Oui. De chasser les eaux et de protéger l'arrière du bâtiment. De la fausse déclaration de moisson au meurtre, des centaines de crimes y étaient jugés Ça et devait pas être tout le autant cas, de condamnés il me emprisonnés dans les cachots. Et c'est à l'intérieur de l'une des cellules que Yann entraîne à présent Gilles. Ici, on a reconstitué ces couchettes de bois qu'on appelle aussi des bas-flancs, qui étaient les lits pas très confortables sur lesquels les prisonniers s'allongeaient pour dormir. Ils étaient petits, les Savoyards. Des aménagements certes rudimentaires, mais avec un système de sécurité plutôt élaboré. Là, on est dans le parloir, l'ancien parloir, avec cette porte donc, derrière lequel se situait le prisonnier, avec un intervalle entre les deux pour qu'il n'y ait pas d'échange physique. Et puis là, tu vois, le bois est usé par les mains qui s'appuyaient contre les barreaux de bois. La prison ferme définitivement ses portes en 1864. Classé monument historique depuis 1905, le Palais de Lille ouvre grand ses portes aux visiteurs pour y découvrir les cachots, mais aussi plusieurs expositions temporaires. Gilles et Yann se trouvent à présent au cœur de la vieille ville, le long de la rue Sainte-Claire. Surnommée la Grande Charrière au Moyen-Âge, elle était à l'époque la seule rue qui permettait aux marchands de traverser la ville en chariot. Là, il y a un truc super génial à regarder. C'est le La d'amour qui est gravé dans la pierre de cet ancien linteau et qui ressemble à une sorte de ruban ou de lacet. C'est un symbole de fidélité à une maison seigneuriale. En l'occurrence, la maison de Savoie. Cœur de la vie commerçante depuis toujours, la rue Sainte-Claire s'achève par une grande porte creusée à même le rempart et qui marque les limites de la ville. Quelques mètres plus loin, les deux hommes se retrouvent nez à nez avec un imposant château fort du XIIe siècle. Le célèbre château d'Annecy qui domine la ville et ses habitants, perché à 470 mètres d'altitude. Quand on est à l'extérieur du château, l'élément le plus impressionnant de cette architecture, c'est la tour de la reine que tu as devant toi Qui s'impose, là, maintenant, vraiment, ouais. qui s'impose effectivement. C'est la construction la plus massive de l'architecture du château. C'est la tour de la reine, mais c'est aussi la reine des tours. Aucune reine n'a habité ici. Non, mais par contre, on a construit une légende qui raconte qu'un roi, pour punir son épouse, l'avait enfermée dans cette tour. Et évidemment, un ange ou un chevalier est venu la libérer. Et aujourd'hui, c'est de ce point de vue qu'on a la plus belle vue sur Annecy et un morceau du lac d'Annecy. D'accord, donc tu vas me montrer ça alors. Oui, on va rentrer. Le château et sa vue spectaculaire, ainsi que les nombreuses expositions qui l'accueillent, sont ouverts au public toute l'année. Donc voilà, là, c'est magnifique. Un enchevêtrement de toitures bordées par les montagnes et le lac. Oui, cette vue vaut largement le détour. Plongé au cœur de la nature, notre voyage continue à 20 km d'Annecy en direction du nord, où ruisselle à plus de 1000 mètres d'altitude l'une des dernières rivières sauvages de France, le Chéran. Véritable paradis pour les pêcheurs, les randonneurs et autres mordus de kayak, le Chéran nous dévoile une partie beaucoup plus insolite et inattendue de ses richesses. Gilles y retrouve Marius, grand amateur d'activités en plein air et chercheur d'or invétéré.
Pas besoin donc de traverser l'Atlantique pour trouver des pépites. Le Chéran est une destination de choix pour la pratique de l'orpaillage. On a une rivière où on trouve des paillettes, autrefois même des pépites, et cet or est très très pur. Ça fait presque du 24 carats. 24 carats, c'est le maximum. Donc ici, on a l'or le plus pur au monde. Et pour le trouver, il est très important d'avoir les bons outils. Alors, je t'ai apporté un tamis et un pan. D'accord. Le tamis va nous permettre de séparer le gros du fin et le pan va nous permettre de travailler à la fin. Tu sais pourquoi on l'appelle le pan? Bah non. Eh ben, ça vient de la ruée vers l'or. Et en anglais, les ustensiles de cuisine qu'ils utilisaient, nos chercheurs d'or, c'était a pan. Ce qui évidemment veut dire casserole en anglais. Donc en français, c'est devenu le pan. Après cette mise au point linguistique, place à l'initiation. Tu creuses avec moi et tu remplis. Première chose, je vais séparer le gros du fin. Tu tamises et on jette. Ensuite, on prend le pan. Est-ce que tu as vu qu'il y a des moustaches? Ce que Marius appelle les moustaches sont en fait des rainures moulées dans le pan qui permettent de retenir les paillettes. On fait travailler la force centrifuge, qui fait évacuer tout ce qui est peu dense. Ah bah là on voit l'habitude, parce que le geste est quand même plus sûr et plus efficace. Ah mais tu sais, après 20 ans d'orpaillage, on commence à avoir des réflexes. Allez, on y va. On rapproche bien tout au bord. Encore. Concentré, Gilles ne perd pas une miette des conseils de Marius. Bon, maintenant, tu rapproches au bord, comme moi. Là, tu vois, on a peu de matériaux. Ça forme une lune. D'accord. Alors, cette lune, on va faire des mouvements gauche-droite en inclinant le pan vers nous. Je tremblote un peu. Et normalement, on devrait voir arriver les paillettes. Oh, dis donc. Et t'as eu la main heureuse. Et t'en as deux qui sont moyennes, tu vois. Ah, t'en as quand même une vingtaine, c'est bien. Chance du débutant? Peut-être. Mais Gilles ne repartira pas sans ses pépites. Ah ouais, génial. Bon, il n'y a pas de quoi crier fortune, mais... Ça va faire plaisir à ma femme. Eh ben écoute. Merci à Marius. bientôt. Cap à une dizaine de kilomètres d'Annecy, pour une bulle d'évasion, de poésie, une escapade hors du temps au jardin de Rumilly. L'idée de ce jardin unique a germé il y a 35 ans dans l'esprit d'un couple de passionnés. Myriam, leur fille aînée, se charge d'embarquer Gilles dans leur brin de folie. Bonjour Gilles. Tu vas bien? Parfait. Bien. Regarde la maison, je voulais te montrer quand même que c'est une ferme qui a 200 ans et elle a une croix au-dessus et c'est une croix qui a été sculptée dans du calcaire et cette croix de Savoie, On la retrouve au sol. On a fait cette cour quand on avait une petite 13 ans à peu près avec mes sœurs. Normalement, elle est sur fond rouge et la croix est blanche. Et là, on a incrusté nos petits cailloux bien sagement, puis ensuite des bouts de briques. Et puis quand on s'est rendu compte de notre erreur, c'était trop tard. Le ciment avait pris et on ne pouvait plus rien refaire. Partie de rien, toute la famille s'est mobilisée et s'efforce encore aujourd'hui de faire de ce lieu une véritable invitation au voyage. 7000 m² de cour intérieure, extérieure, de patio, de galeries et de salons, sans oublier une mosaïque de jardins aux inspirations exotiques. Pourquoi tu l'appelles Andalou, ce jardin? Tous les jardins ont un nom et on a eu envie celui-ci de l'appeler jardin andalou parce que déjà il y a de l'eau qui caractérise ce jardin et qui sort d'une jarre et qui va couler un peu en cascade, en fontaines successives et c'est des réminiscences tout simplement des jardins mauresques. Donc chaque fois c'est des heures et des heures de travail là. Il y a beaucoup de travail. Les formes, les matériaux et les couleurs se mêlent. Les techniques se mélangent entre ferronnerie, moulage, sculpture. L'imagination de la famille semble sans limite. Et ce sont les quelques 130 variétés de fleurs et de plantes aromatiques qui lient l'ensemble dans une joyeuse cacophonie de senteurs. Et viens, je te montre le jardin de curé. Alors, le jardin Magnifique. Bah oui, écoute, il est très fleuri. Pourquoi on l'appelle le jardin de curé, tu sais? Pourquoi? Ou le jardin des simples. Il est clos de murs. Tu vois toutes ces arcades là en mortier de chaux, ça rappelle les cloîtres romans en fait. Mais tu sais, c'est maman qui s'occupe du jardin. Bonjour Ah, Nicole. maman. Bonjour Gilles. Tu vas bien? Tu t'occupes de tes fleurs? Oui, tu vois, est-ce que tu connais les fleurs? Je connais pas celle-ci, non. Eh bien, c'est les fleurs, c'est les fleurs qu'il y avait dans les jardins de grand-mère. Elles sont un peu démodées maintenant, personne ne les connaît vraiment. Mais moi, je les aime beaucoup parce qu'elles sentent très bon, surtout le soir. Alors, Et ça, c'est un autre type de fleurs, j'ai déjà vu, mais je me souviens plus le nom. alors ça, c'est des cosmos. Et c'est vraiment les premières fleurs que j'ai semées
En arrivant ici, je ne connaissais rien du tout de jardinage et les cosmos sont tout de suite, elles m'ont tout de suite comblée parce que c'était vraiment à la fois des fleurs qui avaient tout de suite une allure, qui étaient faciles de culture. On y retrouve aussi de la menthe chocolat, du fenouil, de la verveine et des plantes aussi belles que savoureuses, comme la bourrache. On en fait des salades, on mélange ça avec de la roquette, de la laitue, toutes sortes de choses et ça fait des jolies petites salades, les émescles, voilà. Enthousiasmé, Gilles se perd même quelques secondes dans les vapeurs de la Tanésie. Oui, c'est une petite odeur de génépi un peu là. Et c'est pas avec ça qu'on fait une liqueur aussi Oui, en effet, il y a des visiteurs qui m'ont dit qu'ils faisaient l'arquebuse. D'accord. Avec de l'alcool, un sirop de sucre et on laissait macérer les plantes. Et ça faisait une bonne liqueur digestive. D'accord. Cette escapade d'essence est accessible à tous entre avril et octobre, avec en prime un thé à la menthe fait maison en fin de parcours. Nous voici à Évire, une commune vallonnée de 1500 habitants, ponctuée de petits chemins et de ruisseaux. C'est ici que Jean-Christophe Hermann honore depuis près de 50 ans la tradition de la poterie savoyarde. Installée sous la superbe charpente d'une ferme de 1842, près de 2000 pièces anciennes composent une incroyable collection de poteries. Jean-Christophe en a même fait un musée ouvert au public. Ah, le lieu est magnifique, ouais. Dis donc, là, les poteries, ça ressemble pas tellement aux poteries savoyardes d'aujourd'hui. Non, pas tout à fait, puisque bon, ça c'est une houle médiévale. Une houle, c'est un pot à cuire, hein, les aliments. D'accord. Et tiens, ça c'est très curieux, ce truc-là. C'est ce qu'on appelle les tomières. On préparait la tome, c'est-à-dire on mettait le lait dans ces grands pots de forme ovale avec de la présure et on laissait chauffer ça sur le coin du fourneau. Et avec une poche, une louche, on prenait la tome qui s'était formée, on mettait dans les faisselles. Plus de 350 pots à lait, 150 bols et tout autant de pots à confiture. Ces objets d'autrefois nous livrent un témoignage unique et précieux sur la vie quotidienne des Hauts-Savoyards entre le XIIe et le XXe siècle. Qu'est-ce qui caractérise la poterie savoyarde? Il y a énormément de fantaisie, il y a beaucoup de couleurs. C'est finalement assez joyeux, quoi. La variété extraordinaire de tous les décors, de fleurs, de muguets, de tulipes. Ça, c'est la petite tulipe sauvage endémique à la Savoie. Dans son atelier, Jean-Christophe reproduit les gestes de ses aïeux qu'il a transmis à son fils, David. Ça a l'air tellement facile pour ce qu'on doit faire. Qu'à cela ne tienne, équipé de son bleu de travail, Gilles est prêt pour son initiation. Un vrai potier, ouais. Pour que ça soit plus simple pour toi, je vais te la taper. D'accord. Une petite main, tu les trempes là-dedans. Voilà, là c'est bon. Et le but du jeu, ça va être de centrer la terre. Ça bouge quand même, hein? Ça bouge un petit peu, hein? Tu appuies pour que ça... Tu montes et tu serres entre tes deux doigts. Oula, j'ai accroché là. Ah là c'est le début de la fin. Là. Tourne un petit peu moins vite. Ouais. Voilà, très bien. Ouais, bon, bah... T'as fait une petite erreur. On est tous passés par là. Hein, oui. Je peux faire un bracelet maintenant, peut-être. Ouais. Du tournage à la cuisson, en passant par l'émaillage, près de 30 étapes et une quinzaine de jours de travail sont nécessaires pour la réalisation d'une pièce. Le décor est certainement le moment le plus délicat du processus. Tu sais ce que tu vas faire déjà, Jean-Christophe, là? Ou c'est l'inspiration vient à mesure? C'est-à-dire, on voit vaguement ce qu'on va faire, ouais. C'est pas une peinture. Là, ce sont des terres, uniquement des terres. Des terres, mais qu'est-ce que tu appelles De l'argile. Là, c'est une argile rouge naturelle. Là, par exemple, tu remets une autre couleur sur une couleur que tu as déjà mise. Parce que si je mets que le jaune directement sur le vert, ça va faire un vert pâle. Tandis que là, ce sera plus contrasté. Ce sera plus soutenu, oui. D'accord. De Pâques à la Toussaint, la famille Hermann ouvre les portes de son musée et de l'atelier où, comme Gilles, vous aurez le privilège de voir Jean-Christophe en plein ouvrage.